Le conspirationnisme est le nom de la conscience qui ne désarme pas. Prétendre lutter contre une épidémie et demain contre la catastrophe écologique en conditionnant toute vie sociale à la présentation d'un pass, sorte de version électronique généralisée du livret ouvrier du XIXe siècle, pour ensuite flétrir comme irresponsables ceux qui trouvent cette prétention extravagante, le pouvoir présent a pris goût à cette opération récurrente. Poser un réel délirant, puis déclarer hérétiques ceux qui refusent d'y souscrire. Mais nous ne sommes pas une hérésie. Nous sommes un schisme. Il n'y a pas en ce moment des gens qui décident et d'autres qui protestent. Il y a des réalités qui divergent, des continents perceptifs qui s'éloignent, des formes de vie qui deviennent irréconciliables. C'est une divergence autrement plus massive et autrement plus silencieuse que tout ce qui se manifeste. Cette situation fait littéralement enrager ceux qui ont besoin d'un monde unique sur lequel régner, fût-ce à leur petite échelle. À cela, il faut par tous les moyens résorber ce dehors qui leur échappe. Que ce soit Augustin face au pélagisme ou le pape Innocent III face au mouvement spirituel, la chasse aux hérétiques procède toujours par un double mouvement de réintégration des diplomates. Ceux qui acceptent de vivre, étymologiquement, pliés en deux, et d'extermination des irréductibles. L'anticonspirationnisme contemporain relève de ces deux sortes de cabales, quoiqu'il leur ajoute aussi une torsion supplémentaire. L'inventeur de la rhétorique anticonspirationniste est Karl Popper, avec La Société ouverte et ses ennemis, en 1945. 2 ans plus tard, il fondait avec son ami Friedrich von Hayek, qui lui avait trouvé un poste à la London School of Economics, la conspiration la plus réussie de la seconde partie du XXe siècle, la Société du Mont Pèlerin. En 1947, la Société du Mont Pèlerin part d'un état de déroute historique complet du camp libéral. Le monde entier, ou presque, est devenu keynésien. À cela, elle oppose la certitude ontologique de sa cause. Hayek, von Mises et Popper avaient alors déjà avancé sur le terrain épistémiologique, des réfutations du socialisme dont celui-ci ne s'est au fond jamais remis, auquel il a même fini par se convertir. Pour tout levier, la Société du Mont Pèlerin dispose d'un relais d'amitié sûr et nourri d'un débat philosophique serré et de complicité discrète tissée dans l'administration comme dans le monde des affaires, en passant par le journalisme. Il n'y avait donc pas là seulement des économistes. Jamais elle n'affiche sa finalité politique, pourtant obsessionnelle, ne laissant transparaître aucune de ses stratégies, masquant sous la forme convenue de la discussion théorique de haute volée son agenda tactique. Par 30 ans d'un travail méthodique, opiniâtre, tantôt souterrain, tantôt public, la Société du Mont Pèlerin a porté sur ses fonds baptismaux le néolibéralisme. Elle l'a mis au pouvoir dans les têtes avant que dans les palais présidentiels chiliens, français, britanniques ou américains. Elle en a fait l'atmosphère régnante dans les sociétés, le langage spontané des gouvernements, le ressort implicite de la plupart des technologies en vogue. Elle a pris pied dans tous les domaines et s'est métastasée aux 4 coins du monde, en 100 départements d'universités, think tanks, instituts, groupes de pression, qui eux-mêmes ont produit à jet continu 1000 propositions, 1000 rapports et analyses, 1000 solutions de court, moyen et long terme. Au point que gouvernement et gouvernés se retrouvent bien souvent piochant dans l'air du temps à faire du néolibéralisme sans le savoir. Il n'y a pas jusqu'à la technologie des réseaux de neurones, à la base du deep learning, qui n'est quelque dette méconnue envers Hayek & Co. Il aura fallu une société singulièrement fermée pour imposer à tous la société ouverte. La rhétorique anticonspirationniste sert en fait, depuis sa naissance, à couvrir une intense activité conspirative. Elle s'apparente à la tactique de déni du changement climatique par les multinationales pétrolières qui savent ce qu'il en est depuis les années 1960. Cela sèche l'adversaire, le laisse sans voix, lui dérobe le sol commun sous les pieds. La grossièreté du procédé désarçonne par la mise en cause quasi-punk
de ce qui pourtant est une évidence sensible, en plus d'être un fait établi. Celui qui la dédaigne gagne ainsi le temps de mener à leur terme les opérations en cours, et celui d'aviser pour la suite. Il met ce monde à l'abri de toute critique, dresse un écran de fumée et prépare le terrain à ses opérations futures. L'accusation de conspirationnisme est le gardien du mensonge effronté. Le 2 juin 2006, protégé par une armée de policiers, le député maire socialiste de Grenoble défendait l'ouverture contestée dans sa ville de Minatech, un nouveau centre de recherche du commissariat à l'énergie atomique consacré aux nanotechnologies. Aux manifestants qui trouvaient à redire à ce projet, il opposait. Faire croire que l'on imposerait un nanomonde totalitaire à la population sans débat préalable relève non seulement de la manipulation mensongère, mais aussi d'une forme de paranoïa politique bien connue, qui s'appuie sur la théorie du complot, la haine des élites, des élus, des responsables. Le débat n'a jamais eu lieu, bien entendu. Et les nanoparticules de Minatech, elles, sont désormais partout. Si le débat n'a jamais eu lieu, c'est parce qu'on l'a écarté au moment où il pouvait être décisif, au moment où il était encore temps de défaire cette nouvelle menée des fourriers de désastre. Plus près de nous, un beau matin de novembre 2016, Narendra Modi annonçait sans coup rire la démonétisation des billets de 500 et 1000 roupies, soit 86% des espèces en circulation en Inde. Il s'agissait bien sûr de lutter contre la pauvreté et la corruption, de faire profiter tous les citoyens du développement du pays et de les rendre enfin égaux face à l'impôt. Ceux qui alors dénoncèrent une manœuvre brutale pour en finir avec l'anonymat propre à l'échange en espèces et instaurer un contrôle social renforcé par la numérisation de toutes les interactions économiques, se virent blâmés comme adeptes des théories de la conspiration. 3 ans plus tard, le gouvernement indien annonçait son programme Cashless India. Conseillé par l'oligarque qui avait créé les années précédentes la Banque de données biométriques nationale. Le pays se vante désormais d'avoir l'économie la plus digitalisée du monde, un moyen sans égal, on le devine, pour lutter contre le coronavirus. Quelle est la différence entre la vérité et une théorie du complot ? 8 à 9 mois. Cette blague cynique a fait le tour de l'Organisation mondiale de la santé. Car ce qui importe, c'est ce qu'on fait durant ces 8 à 9 mois. Comment l'on pousse alors son avantage. Le patron d'Alcatel, un polytechnicien du corps des ponts et chaussées, confiait à l'un de ses conseillers. Nos gens, même ceux qui sont instruits et qui se prennent pour des seigneurs, ne savent pas penser. Quand ils s'en mêlent, c'est pour déclencher des catastrophes. Il faut penser pour eux, occuper leur esprit. Eux, ils rabâchent et transforment tout en routine. Et pendant qu'ils s'appliquent à comprendre, à justifier les nouveautés auxquelles on leur demande de croire, on peut travailler, prendre des décisions et mettre tout le monde devant les faits accomplis. En exergue du livre où il vilipende pour la première fois la théorie de la conspiration, Popper a placé cette phrase de Walter Lippmann, le plus influent columniste américain du début du XXe siècle, le créateur du néolibéralisme. La déroute de la science libérale est à l'origine du schisme moral du monde moderne qui divise si tragiquement les esprits éclairés. Popper cachait peu, pour qui sait lire, ce qu'il était en train de manigancer. Son argument contre les théories de la conspiration se résume ainsi. 1. Ce n'est pas parce qu'il y a des complots que ceux-ci sont victorieux. 2. Tout est plus complexe que nous le figurons. 3. Il y a une logique de la situation qui échappe, comme le marché lui-même, à toute maîtrise. En somme, on ne peut pas dire que parce que l'on n'est pas partout, et que l'on ne peut donc pas être certain de rien, tenter produire une intelligibilité historique du cours des événements est une présomption fatale. Quiconque dit quelque chose de ce monde, que celui-ci ne dit pas déjà de lui-même, outrepasse ses droits épistémiologiques. Il n'y a d'ailleurs rien à dire de ce monde.
Il n'y a qu'à s'y adapter. À tout propos, au reste réfutable sur l'état des choses, la rhétorique anticonspirationniste répond par une diversion argumentative sur le propos lui-même, voire sur celui qui le tient. Ses biais cognitifs, son manque de méthode, son psychisme erratique, sa paranoïa. C'est ainsi qu'elle protège véritablement ce monde. Et telle y est sa fonction. En détournant les tirs, en dissertant sur des travers psychologiques et des handicaps épistémiologiques. Tandis que nous parlons du monde, les anticonspirationnistes ne parlent que de nous. Popper, père de tous les trolls, mène au fameux style paranoïaque en politique, si élégamment évoqué par Richard Hofstadter en 1963, comme l'expression d'une simple anxiété apocalyptique chez les sujets intellectuellement démunis. Le monde donc est cette immense positivité inquestionnable. La seule sagesse possible est sceptique. S'il faut maintenir ouverte la controverse sur les néonicotinoïdes, le pétrole ou le nucléaire, c'est juste pour éviter tactiquement que se cristallisent dans l'opinion quelques vérités désavantageuses. Tel est du moins l'avis ruisselant de mépris de ceux qui se trouvent du côté du manche. Le doute est notre produit. Titré en 1969, une note de service d'un des dirigeants de l'industrie du tabac. Tant de doutes confortables va si bien avec l'axiome que seul le marché, étant seul omniscient et omniprésent, grâce au signal des prix, peut produire des vérités. Qui peut oser soutenir que ce monde est pétri de rapports de domination, et doit sans cesse le faire oublier, et a fortiori qu'il a fait son temps et doit être renversé. La parable est imparable, du moins formellement. Historiquement, en revanche, elle est aberrante. Si les complots les plus néfastes achoppent parfois, c'est parce que des forces opposées les ont décelés à temps, et se sont employés à les combattre au moment où ils étaient encore embryonnaires. Au moment donc où les bonnes gens, qui s'en tiennent aux apparences, niaient jusqu'à leur existence. Hell is truth in too late, rappelait Philippe Mirowski, le grand historien du néolibéralisme, en détournant Hobbes. L'argument de Popper ne porte que parce qu'il y a des conspirationnistes et qu'ils agissent en conséquence. S'il y a des complotistes, c'est simplement parce qu'il y a des complots. Nous sommes loin d'être les seuls, épistémiologiquement. À notre appui, nous avons de nombreux esprits analytiques généreux. Il faut seulement regretter leur soudain silence, depuis mars 2020. L'historien des consciences, Stephen Chapin, expliquait ainsi en décembre 2019 à ses collègues de Harvard que si tant de gens ne croient plus en la science, ce n'est pas seulement par défaut de pédagogie, ou par arriération mentale, mais peut-être que, parce que depuis la bombe atomique, et le projet Manhattan qui en a accouché, et depuis l'enrôlement de la recherche au service du capital, la science a si bien réussi en ce monde que tout le monde la sait trop intéressée pour être honnête. Elle a si bien servi le pouvoir que nul n'attend plus d'elle qu'elle serve en outre la vérité. À l'inverse, il ne manque pas de scribouillards de gauche pour tenter d'éclairer le bon peuple en de pensants volumes sur ce complotisme qui protège le système et nuit à la lutte sociale. On leur rafraîchira la mémoire en fait d'édification historique, avec cette petite anecdote pleine d'enseignements. À la suite de Popper, durant cette guerre froide où la confrontation entre macartisme et stalinisme n'aidait certes pas à penser librement, il n'a pas manqué d'intellectuels libéraux, voire libertaires, pour tenter de déconstruire les théories de la conspiration, leur causalité diabolique, et blâmer la façon dont tout radicalisme politique mène droit aux chambres à gaz. L'un des premiers articles sur ce que l'on appelait à l'époque la conception policière de l'histoire paraît dans la revue antitotalitaire Preuve en 1954 sous la plume de Mannes Sverbe. 10 ans plus tard, le magazine américain Rempart apportait la preuve que la dite revue était à son insu financée par la CIA. Dans un monde paranoïaque,
Ce sont les paranoïaques qui ont raison. La rhétorique anticonspirationniste vise, pour les propriétaires de ce monde, à s'adjuger le monopole de la faculté de conspirer.